Présent avec Lynn Rifaï. Lynn, j'en profite pour attraper ma fiche. Merci beaucoup. On va parler donc avec vous, Lynn, aujourd'hui d'un anniversaire, celui du Bitcoin. Il fête ses 10 ans aujourd'hui. Le 31 octobre 2008, le livre blanc qui présente le Bitcoin est publié sur Internet. Depuis, la plus célèbre des crypto-monnaies a beaucoup fait parler d'elle à travers notamment de ses fluctuations vertigineuses. Et de nombreuses autres monnaies virtuelles ont vu le jour depuis. On va tenter de mieux comprendre cet univers qui reste encore assez mystérieux, en tout cas pour nous autres les néophytes. Alors on va se plonger d'abord donc dans l'histoire du Bitcoin. Je le disais à l'instant, c'était il y a 10 ans. Oui, pour mieux comprendre un peu la naissance du Bitcoin, il faut se replonger dans le contexte historique précisément. Rappelez-vous, en 2008, donc le 31 octobre 2008, on était précisément un mois et demi après la faillite de la banque d'affaires américaine Lehman Brothers. Donc on est dans un contexte de méfiance vis-à-vis du système financier mondial, un contexte assez tendu, vous vous souvenez, sur les marchés. Et c'est à ce moment-là que va être publié le livre blanc du Bitcoin. C'est quoi ce livre blanc? C'est une sorte d'article scientifique. En tout cas, il est présenté sous cette forme-là et il présente les principes de cette nouvelle crypto-monnaie. Vous le voyez ici, ça ressemble en tout point à un article de recherche économique, si vous plongez un peu dans la recherche en économie ou d'autres éléments, avec le titre, l'auteur et l'abstract, donc le résumé un peu de cet article. Et donc son auteur, vous le voyez, un certain Satoshi Nakamoto, un mystérieux auteur dont on ignore encore aujourd'hui l'identité exacte. On ne sait pas qui se cache derrière ce pseudonyme et certains évoquent l'idée d'un groupe d'informaticiens. Alors, je le disais, il y a ce principe du Bitcoin qui est présenté. De quoi s'agit-il? Le Bitcoin devrait permettre des transactions entre deux personnes, mais sans passer par une institution financière, donc pas de banque centrale qui émet cette monnaie. À la place, il y a ce qu'on appelle une blockchain, un système un système de registre décentralisé. Pourquoi dit-on décentralisé? Parce qu'il n'est pas comme une banque centrale dans un lieu fixe, mais sur des milliers d'ordinateurs en même temps qui vont enregistrer toutes les transactions qui ont lieu. Alors depuis sa création, depuis donc cette lettre postée en octobre 2008, le Bitcoin a connu des fluctuations assez vertigineuses. Des fluctuations vertigineuses dont on a beaucoup parlé, vous vous souvenez, en 2017, parce que c'est l'année où tout s'est emballé. Mais vous le voyez, avant, à sa création, le Bitcoin avait une valeur proche de 0,08 cents précisément, donc même pas 1 cent. Sa valeur est restée proche de 0 très longtemps et puis elle va commencer à décoller un peu autour de 2013-2014. Alors en 2013, on approche des $1000 pour un Bitcoin et puis première crise pour cette crypto-monnaie avec une sorte de tentative de piratage, un piratage qui va toucher la principale plateforme informatique où s'échangent les Bitcoins. Conséquence, la valeur de cette monnaie va chuter à nouveau et pendant 3 ans, on va rester toujours proche de ces valeurs, donc près de zéro, avant de redécoller début 2017 autour de $1000 et puis tout s'emballe en 2017 avec cet engouement pour les crypto-monnaies au niveau mondial. Vous le voyez ici, cette année 2017 où tout s'emballe, grosse demande pour et grosse spéculation aussi sur les crypto-monnaies et notamment les bitcoins. On approche des $20 000 en fin d'année 2017 pour un bitcoin et puis cette bulle autour des crypto-monnaies va éclater en 2018. Pourtant, le bitcoin ne rechute pas à zéro, il descend autour de 5 000 $, 6 000 et on est aujourd'hui autour de 6 300 $. Donc si on regarde au niveau de toutes les crypto-monnaies, c'est un peu la moins volatile des crypto-monnaies malgré tout cela. Voilà, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, un bitcoin, donc vous le disiez Lise à l'instant, c'est 6 282 $. Donc la plupart des gens, en tout cas des individus qui en ont que des toutes petites parties de bitcoin. Alors à côté de cette crypto-monnaie, d'autres depuis ont suivi le mouvement. Quelle place elles ont aujourd'hui dans les transactions, dans le monde de la finance? Alors c'est une transaction, c'est plutôt une place qui reste peu importante. Vous le voyez, autour de 0,2% des transactions en zone euro. Pourtant, il y a aujourd'hui entre 1600 et 2000 crypto-monnaies dans le monde et de nombreuses personnes dans le monde ont des comptes en crypto-monnaie. Autour de 3 millions de personnes, on devrait approcher des 5 millions l'année prochaine. Il faut aussi savoir que parmi les autres crypto-monnaies qui ont pris de l'ampleur, une importance à côté du Bitcoin, il y a l'Ether avec 50 milliards de dollars de capitalisation et le Ripple 22 milliards d'euros aussi. Donc c'était des euros.
Alors, on en est où au niveau de la régulation? On imagine que le monde réel, pour le coup, ne regarde pas forcément ça d'un très bon œil. Oui, la régulation est importante pour les autorités parce que les transactions ont lieu dans un contexte d'anonymat. Vous n'avez pas à dévoiler votre identité quand ont lieu les échanges. Donc, il y a des craintes que ces crypto-monnaies ne soient utilisées dans un contexte notamment d'activités illicites, d'activités criminelles. Crainte aussi autour de la spéculation et de la volatilité. Cela a poussé des autorités en Corée du Sud, en Chine, à envisager de réguler donc le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies parce que ces monnaies sont très utilisées là-bas. Et puis également au niveau de l'Union européenne est envisagée l'idée peut-être de lever l'anonymat justement qui pose problème pour faire face au blanchiment d'argent par exemple. Merci beaucoup Lynn.